Bonjour tout le monde et bienvenue dans les Boys du cinéma, podcast québécois dans lequel on parle de films. Et aujourd'hui, ça ne fait pas exception à la règle, on parle d'un film Marvel qui est sorti récemment, Ant-Man Quantumania, film qui met en vedette entre autres Paul Rudd, Jonathan Majors aussi. Et pour en parler, déjà on va accueillir nul autre que Andy Saucier avec nous. Salut Andy! Salut mon Loric, Comment ça va? ça va bien toi? Ben oui, et avant de faire entrer Max, t'en as pensé quoi du film, vite vite? Je sais pas, j'étais un peu dans une zone grise. En discutant avec vous ce soir, ça va peut-être s'éclairer un peu plus, mais je suis mitigé. Ok, parfait, et on va rentrer nul autre que le Maxime. Salut Max! Salut les boys, ça va bien? Ben Yes, oui, yes. toi, hey, petite question, Max, Oui. en partant, là, on m'a posé à toi, Andy aussi. Là. Un score de 47% sur Rotten Tomatoes, c'est-tu correct, c'est-tu bon, c'est-tu trop haut, c'est trop bas? C'est un peu sévère quand même, je trouve. Ouais. Pareillement, je suis d'accord. Je trouve que c'est un peu sévère de le noter comme le pire film du MCU par la critique. Je trouve que c'est peut-être pas nécessairement la bonne chose. Non. Puis là, on va s'aventurer dans le film. Donc, spoiler alert pour les gens Ouais, qui vont nous c'est regarder. vrai. C'est bien de mettre une petite alerte. Hein? Ouais. Ah ouais. Andy, Oui. euh, plus en, plus en profondeur, je sais pas près c'était oui-là. Plus en profondeur, t'en as pensé quoi de Ant-Man Quantumania? Ben, premièrement, je pense que le film a été peut-être un peu trop hypé sur en général. Parce que l'arrivée de Kang, on le savait depuis un bout. Mais l'arrivée de Kang met en place la phase 5 et 6 là, pour le film Avengers Kang Dynasty. Fait que comme c'est un prologue, là, c'est le début là, de Kang. Là. Fait que c'est ça. Je pense que le film a été un peu trop hypé, comme si ça allait être le grand film. Mais tu sais, fallait s'y attendre. Tu sais, le film, Kang a été introduit dans Ant-Man. Ant-Man qui est généralement un peu comique, un peu, tu sais, easy. Fait que c'est ça. Je pense qu'il il a été trop hypé. Aussi, tu sais, la phase 5, en film, on a été bof. Tu sais, c'était. Tu sais, je pense qu'on s'en attendait un peu plus vu les derniers films et les derniers projets qu'il y a eu de Marvel. Finalement, on a peut-être été pas si bien servi que ça. Là. Puis toi, Max, l'arrivée de Kang dans le film, est-ce que tu trouves que ça a été bien amené ou on aurait dû peut-être le teaser un petit peu plus tôt dans des autres films, comme on a fait avec Thanos? Ouais, ben c'est ça, j'allais en parler. J'ai justement écouté Les Gardiens de la Galaxie 2 en fin de semaine chez mes parents, puis je me souvenais même pas qu'à la fin, il y avait comme une apparition de Thanos qui était joué par quelqu'un d'autre complètement, puis tout ça, mais c'est vrai que le teasing s'est fait pas mal plus par le bouche à oreille. On savait là, par les entrevues et tout ça qui s'en venait le prochain méchant qui disait level Thanos, là, entre guillemets. Ça veut dire qu'il était comme une menace pour toutes les Avengers au complet. Mhm. Est-ce que j'ai aimé comment il a été amené? J'ai trouvé que ça a été amené d'une manière créative duquel je ne m'y attendais pas. Puis de la manière que ça a été expliqué dans le film, j'ai pas trouvé que c'était nécessairement une faiblesse. Qu'il soit banni dans l'univers de Quantum et tout ça parce qu'il était trop dangereux, puis qu'il est tombé face à face avec Janet. J'ai vraiment apprécié, moi, ça. Le fait que tout le temps, on fait un parallèle à tout le temps que Janet a passé dans justement l'univers, je sais pas comment, l'univers quantique. Ouais. Puis justement qu'elle l'aurait rencontré à ce moment-là. Puis j'aime cet aspect-là. Puis j'aime aussi le début du film où on le voit pour la première fois, qui est comme à bout de ressources, puis on ne sait pas trop ce qui s'en va avec ça. Ceci dit, ça reste un film qui est très très loin d'être parfait. J'adore comment Jonathan Majors a fait le portrait de Kang le Conquérant, ceci dit. Mais je vais avoir pas mal d'affaires à parler là, pendant l'épisode par rapport à ce film-là. Autant positif que négatif que je ne suis pas certain si c'est positif ou négatif. Mais déjà, les gars, on va rentrer encore plus profond dans le film. L'intro, comment vous l'avez trouvé? C'est pas l'intro, je parle du début avec l'arrivée de Kang, je parle celle-là de Paul Rudd. Qui a l'air d'une figure connue de tous, comme Ok, ouais. Tom Cruise sur un boardwalk.
J'ai Los Angeles. j'ai apprécié parce que je trouve que ça fit avec le personnage d'Ant-Man. Ant-Man, il faut se rappeler, c'est à la base oui, c'est de l'action, oui, ça peut être un petit peu dark parfois, mais c'est surtout ça fait du bien, c'est comique. C'est le personnage de Ant-Man joué par Paul Rudd est très, très, très drôle. Puis j'ai été un peu déçu de ne pas voir ses acolytes dans ce film-là. Je comprends qu'ils n'ont pas d'affaires dans l'univers quantique nécessairement, mais je vous en reparlerai tantôt comment je les aurais plugués dans le film parce que le scénariste du film a dit je n'ai pas trouvé vraiment de moyen de les mettre dans le film. Je trouve que ça n'aurait pas eu rapport. Mais nous, à la fin du film, la première affaire qu'on a dit quand on est sorti du cinéma, c'est moi, je les aurais mis à cet endroit-là précisément. Mais non, j'ai trouvé ça quand même. C'est une bonne introduction. Ça laisse présager que le film va être quand même comique malgré le fait qu'il y a un nouveau méchant qui rentre en ligne de compte. Puis que ça ne dérogera pas trop là, nécessairement des films Ant-Man des deux autres qu'il y avait eu précédemment. Puis moi, ce que j'aime de cette intro-là, c'est que je trouve que ça démontre encore plus, tu sais, comme Robert Downey Jr. est Tony Stark, là, on va pas se le cacher, là. Mm-hmm. Je trouve que ça donne vraiment comme Paul Rudd est Ant-Man, genre. Tu peux plus le dissocier de Ant-Man. Puis on le voit exactement ça quand il marche sur le boardwalk avec tout le monde qui le reconnaît, qui le salue, il donne des affaires gratuites, des photos avec les chiens. Ouais. Les affaires de même. Je trouve que c'est le Ant-Man que je m'attendais aussi. Pas à ce niveau-là de comédie, mais oui, c'était quand même très drôle. Toi, Andy, t'as pensé quoi cette intro-là? Je suis d'accord avec vous, les gars. Moi, j'ai bien aimé le bout qu'il va chercher un café ou un muffin, je sais pas trop, puis il se fait dire merci Spider-Man ou quelque chose. Ça, c'était vraiment drôle. J'ai trouvé ça assez drôle. Mais oui, je suis d'accord, c'est vraiment. Le film a commencé en étant Ant-Man. C'est Paul Rudd, qui est un gars extrêmement comique. J'ai rien d'autre à rajouter, je suis juste d'accord avec vous. Puis c'était une belle introduction pour le genre de film que c'est, effectivement. Ouais. Puis si là, on parle de développement de personnage un peu avec Paul Rudd. Si on avance dans le personnage de Cassie, la fille de Ant-Man, est-ce que vous attendiez qu'elle ait déjà un rôle immensément majeur dans le troisième opus de Ant-Man? Majeur, je sais pas, mais c'était sûr qu'elle allait arriver avec un uniforme d'Ant-Man, d'Ant-Girl plutôt, je sais pas trop comment ça va s'appeler. Non, c'est ça. Mais bref, je pense que depuis le début, à chaque fois qu'on parle d'un jeune personnage, les Young Avengers s'en viennent. Les Young Avengers s'en viennent, je sais pas c'est quand ça va être introduit dans un film ou dans une série. Bref, les Young Avengers s'en viennent, puis avant en faire partie, c'est sûr et certain. Fait que ça, encore une fois, c'est une introduction à ça. Mais en tant que personnage, peut-être moins convaincant que j'aurais voulu. Me laisser sur ma faim beaucoup. Comme. Ouais, vas-y. Non, c'était ça. Comme introduction à Ant-Girl, Max, t'en as pensé quoi de ça? Parce que moi, pour vrai, autant que je trouve qu'il y a des pour à ça, qu'il y a des contre dans la manière qu'on l'a fait. Ben, tu sais, je vais te laisser après un peu développer sur ce que tu en penses. Personnellement, moi, je reviens un petit peu sur ce qu'Andy a dit, mais moi, je regarde mes notes que j'ai prises pour le film, puis dans mon négatif, j'ai le personnage de Cassie Lang que j'ai noté. J'ai pas nécessairement aimé le personnage en soi. Rien contre l'actrice, là, je me souviens plus nécessairement de son nom, mais je l'ai vu dans plusieurs autres films dans lesquels elle était exceptionnelle, puis genre, pour vrai, entre autres, un de mes films d'horreur préférés des dernières années qui s'appelle Freaky, où elle change de corps avec Vince Vaughn, l'acteur comique. Oui. C'est très, très bon comme film, puis elle est super bonne dans ce film-là. Mais là-dedans, je sais pas si c'est parce que l'ancienne actrice de Cassie était tellement bonne pour jouer l'émotion et tout ça. J'ai beaucoup de misère personnellement avec le recasting dans la vie. Puis pour un rôle aussi important dans ce film-là, je sais que c'est pas de sa faute, puis je sais que c'est pas de la faute à. J'imagine qu'il y a une raison derrière ça, là, mais j'ai pas apprécié d'autant plus le personnage. Puis je sais pas, je trouve que ça a été amené, comme tu as dit, un peu d'une manière où c'est comme
Ah, j'ai un saut, c'est réglé, là. C'est comme, il Ouais, n'y a c'est ça. pas, il y a pas, il y a pas de développement, il n'y a pas de. J'aurais aimé voir comment ils l'ont construit, comment ils le cachaient à Scott Lang pour que ça soit drôle. Tu sais, il y aurait eu moyen de faire du comique, de la comédie avec ça. Oui, le film ne doit pas être trop long non plus, je suis d'accord, mais j'aurais été capable de couper ailleurs dans ce film-là des scènes que j'ai trouvées que j'ai trouvé un peu superflues. Entre autres, la scène avec le personnage de Bill Murray qui est uniquement là pour dire qu'il a couché avec Janet dans l'univers quantique. Parce que ce Totalement. personnage-là, autre que ça, ne sert à rien. Rien, rien, rien. Tu sais, c'est vraiment une présentation de oh, on a un personnage, il est vraiment important, il est vraiment important. Bang, c'est Bill Murray. OK, c'est drôle, c'est Bill Murray, c'est un bon acteur, il est reconnu, c'est un acteur légendaire. C'est tout. Tu sais, c'est Ouais. comme. Fait que si j'ai ça, c'est pas nécessairement. J'aurais pas mis l'accent là-dessus, je l'aurais peut-être mis plus sur justement comment Cassie a pris contrôle de son uniforme, comment elle a appris à l'utiliser parce qu'elle l'utilise déjà hyper bien, tu sais. On en parlait un peu avec Black Panther aussi, avec Shuri qui sait se battre au moment où elle met le saut. Ouais. Il y a quelque chose ce qu'ils appellent, je ne sais pas comment le dire en français, mais il y a un plot hole à cet endroit-là, là, dans le Un film. trou scénaristique. Ouais, c'est ça, exactement. Un vide scénaristique comme ça qui aurait pu être comblé au dépens de d'autres choses qui ont été conservées dans le film, à mon avis. Ça, puis je te rejoins là-dessus. Puis moi, un 15 minutes du fait que on voit Cassie essayer d'apprendre comment le costume fonctionne, que ce soit en flashback même ou Ouais, autre. exactement, exactement. Tu sais, juste savoir comment elle a appris du jour au lendemain à se battre. Ou genre, on le sait qu'elle est allée en prison, on sait la raison, mais comme on sait pas pourquoi en termes de développement psychologique. Genre, pourquoi elle est allée en prison, à part genre qu'elle a rétréci un char de police. Mm. Mais Ouais. tu sais, il y a eu des développements manquants au personnage. Oui, je comprends peut-être que le studio était limité aussi dans la durée du film. C'est à ce peu, on en a déjà vu, on en a déjà parlé avec d'autres films aussi auparavant. Ouais. Mais c'est ça qui est dommage, parce que ça donne un trou dans tes personnages, dans leur personnalité, dans leurs caractéristiques. Puis c'est ça que je trouve plate avec Cassie, c'est vraiment dans l'utilisation de son costume. Oui, quand ils se battent avec l'espèce de tribu où on la voit comme s'écraser dans le casque d'un soldat, puis il y a Paul Rudd qui dit non, c'est comme ça qu'on fait, rétrécis, saute. Puis, tu sais, tout d'un coup, elle sait le faire, genre quand elle sort de prison. Ouais, j'ai de la misère avec ça dans les films, cet Oui, aspect-là de oui, genre. oui, c'est comme simple, mais il aurait pu montrer comme que, vu que ça a été montré sur la presse tout ça, qu'elle ne s'est pas beaucoup stymée. Oui, ils l'ont montré, mais comme l'autre soldat d'après, elle l'a bien eu, puis tout d'un coup, elle y revient, elle l'électrocute. Genre, t'es comme, mais voyons, comme d'où qu'elle sort ces mouvements-là. Quand il a peut-être une journée à tribu, elle ne savait pas se battre. Tu sais, ça sort d'où, ça? C'est ça qui est plate avec le personnage de Cassie. Mais, Puis tu tu sais, sais, quand elle fait la morale à Darren, là, on va s'entendre, là, Darren Modoc, là, quand elle fait la morale à Modoc, déjà, on va parler du personnage de Modoc parce qu'il est dégueulasse. Puis physiquement, il est affreux. Ouais. Mais quand elle fait la morale à Modoc, je pensais pas que changer un méchant puis le rendre gentil en 30 secondes, c'était possible. Ouais, mais je pense que, tu sais, je fais un petit parallèle. Puis après ça, je vais avoir une question pour vous deux par rapport au film. Mais pour le personnage de Modoc, je pense que ça a été volontairement fait ça parce qu'il délivre quand même de la bonne comédie dans le film. Je vais le dire franchement. C'est probablement le personnage qui m'a fait le plus rire dans le film, à part peut-être Scott Lang en général par bout. Mais, ou la petite bébite qui a des trous, là. Ça m'a fait mourir de rire, là. Mais le Modoc, de la manière qu'il est présenté, OK, il est horrible, il est affreux, le CGI est dégueulasse, mais la question que je me posais, c'est est-ce que c'est volontaire, justement, pour le fait que ce soit comique dans le film? Parce que je sais que le producteur ou le scénariste, je ne sais pas lequel des deux du film, a dit que c'était volontaire après le film, qu'il soit aussi laid que ça, justement, pour la comédie. Puis, quand à la fin, il se sacrifie, puis qu'il tousse, puis qu'il vomit de l'eau, puis du sang pendant comme 3 minutes, j'ai ri en broyé dans le cinéma. La salle était pleine au complet, tout le monde me regardait tout proche. Moi, je trouve ça tellement drôle comme scène. Puis, tu sais, c'était absurde comme personnage. Puis, je suis content quand même qu'il ait ramené Yellow Jacket aussi pour le jouer, parce que je sais qu'il y avait des rumeurs qui parlaient que ça allait être possiblement lui qui faisait Ned Stark, je crois.
Ouais. à base, si je me trompe pas, là. Elle a fait Modoc? Hein? Ouais. OK. Il fut un temps. Ben, Ned Stark, voyons. Ben, c'est lui celui qui faisait la hache à Thor, là. Dans Avengers. Est-ce que c'est le même que je parle ou je suis pas bon? Non. Je suis nul à chier en Game of Thrones, je suis désolé. Non, Ned Stark, c'est pas lui. Lui, tu parles dans le personnage qui faisait le genre de nain géant. C'est Tyrion Lannister dans la série. C'est ça, bon, excusez, my bad. Hey, les gens de Game of Thrones vont m'arracher la tête. Les fans de Game of Thrones vont me détruire. C'est correct. Aucunement Ned Stark, je suis allé voir, genre, non, mais genre, désolé. Mais oui, c'est cet acteur-là à base qui était censé jouer Modoc. Puis finalement, je suis quand même content qu'il ait utilisé Darren. C'est Peter Dinklage. C'est vrai de ça, j'allais dire. Peter Dinklage. Désolé de ne pas savoir son nom. Ouais, la question que j'ai à vous poser, les boys, puis on va voir si on se rejoint là-dedans. Votre moment préféré du film? Genre, mettons que vous auriez à me dire une scène que vous avez plus appréciée que les autres, une scène qui vous a plus marqué que les autres, puis après ça, je vous dirai la mienne. Andy, commence donc. Hein. OK, ben ça va faire un parallèle avec ce qu'on a parlé plus tôt des. Tu sais, tu as parlé, Loric, un peu des combats puis tout. À part le combat de fin, les combats étaient assez moyens, là, on va être honnête. Là. Les scènes de combat, les scènes d'action étaient très moyens. Ben, mon moment préféré a été quand que les Ant-Man et Kang se sont battus main nue. C'était violent, c'était personnel, c'était intense. J'ai aimé ça. C'était mon meilleur. Oui. Vas-y. Puis ça a aussi montré à quel point Kang est fort au combat corps à corps parce qu'il aurait pu tuer Scott Lang one shot. Là. Il était en train de l'annihiler. Non, totalement. Totalement. Mais ouais, c'est vraiment mon moment préféré, je pense. C'est le combat de fin. Parce que c'était intense, c'était vrai, tu sais, c'était comme. On se bat là. Puis rien que toi puis moi, puis on règle ça là. Fait que, ouais, ça a été mon moment préféré, ouais. Je sais pas pour toi, Loric, c'était quoi? Vous l'avez deviné dans ce cas-là. C'est quand Scott Lang se fait donner une rince, comme on dit, par Kang. Mais c'est le fun parce que ça montre à quel point un Avenger au corps à corps, comme tu as dit, est vulnérable face à Kang. Puis, je sais pas pour vous, moi, ça me donnait des pensées à Infinity War, quand Thanos, il bat un par un chacun des Avengers. Puis, tu sais, il les bat pas, il est détruit. Tu sais, ça me faisait penser à ça. Puis, d'après moi, cette scène-là, comme on a parlé en début du podcast, c'est pour dire que Thanos a un adversaire de son niveau en Kang dans les Avengers. D'après moi, cette scène-là, c'est pour démontrer à quel point il l'était. Parce que, oui, on le voit dans le film quand il contrôle juste du doigt comme l'empereur dans Star Wars. Scott Lang qui se fait tamper sur le mur, sa fille aussi. Puis, tu sais, il s'étrangle tout ça. Puis après ça, il se fait battre par une gang de fourmis, genre. Quand il détruit comme un peuple à lui tout seul. Ouais, c'est ça. Il y a une gang de fourmis qui le détruit. J'étais comme, c'est bizarre. Ça, combat rapproché, il aurait pu le tuer 8 fois s'il voulait. Là. Genre, honnêtement, là. Donc, ça a été vraiment ma scène préférée du film. Puis, Andy, toi qui es fan de Star Wars, est-ce que t'es comme moi? Puis, genre, je trouve que dans le film, il y avait des affaires qui ressemblaient vraiment trop à Star Wars, parfois. Ouais, ben, moi, j'avais pris une note là-dessus parce que je trouvais ça drôle. Modoc est un Stormtrooper là-dedans. Il s'est pas tiré. Il tire n'importe où. Il est pas capable de pogner quelqu'un. Fait que moi, c'est le parallèle. J'ai pas même référence que toi, mais oui, c'est avec Modoc. C'est le fait que le conquérant a trouvé Modoc mort puis lui a donné un corps comme l'empereur a fait à Darth Vader aussi. Ouais, surtout dans la même espèce de salle de labo puis tout. J'ai fait, OK, ça c'est clairement un Easter egg. Ouais, c'est sûr que c'est un Easter egg. Surtout que les Marvel et Star Wars sont rachetés par Disney. C'est ça. C'est clairement au moins un petit clin d'œil à Star Wars. Là, je peux pas définitivement. Mais il y en avait eu une couple, tu sais, dans la tribu qui accueille Scott Lang et Cassie au début dans leur aventure du Quantum. Quand tu vois vite la tribu qui est menace, t'en as qui sont habillés d'une soutane rouge au complet, comme les gardes de l'empereur. Ouais. Fait que ça fait bien rire, ça. J'ai eu beaucoup d'images qui m'ont passé par la tête aussi. Tu sais, ce qui m'a dérangé un peu aussi d'Ant-Man, c'est que
c'est les mêmes studios qui ont Star Wars et Ouais. Marvel qui sont rendus avec Disney et tout ça. Je trouve que Ant-Man, côté visuel, justement, ça me faisait beaucoup penser à Star Wars, mais côté visuel, Colin, ça apparaissait tellement trop souvent que c'était des fonds verts. Je le sais que c'est comme un univers, puis crime, mais ça n'existe pas, fait qu'il part de zéro, puis etc. Mais comme, il y avait rien qui avait l'air vrai, malgré que. Je sais pas si vous voyez où ce que j'essaie de Moi, dire. je trouve que c'est surtout, je vais te laisser parler après, Max, Ouais, c'est surtout beau. dans la scène du début, avant même que Janet comme tombe face à face avec Kang. Genre, au début, quand on voit son vaisseau crasher, genre, tu vois, c'est les espèces de bestioles en chevaux, comme. Puis derrière, c'est un fond vert. Là. Ça paraît tellement, là. C'est vraiment dommage, tu sais. Surtout qu'on est où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, en termes de technologie, en termes de personnel, on est capable de sortir un produit final de qualité. Je comprends pas pourquoi qu'un film, exemple, Avatar, qui est une monstruosité visuelle, je parle d'Avatar 1, puis d'autres films, exemple, Pirates des Caraïbes, qui est sorti avant les années 2010, qui est parfait visuellement, qui est vraiment magnifique, puis ça nous sort des films comme ça, des séries comme ça dans les derniers temps, que visuellement, bouffe. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Là, je sais qu'on s'égare un peu. Non, mais... non, mais je vais faire un peu. Je vais retourner un peu là-dessus parce que justement, dans mes points négatifs, j'avais le CGI là, que j'avais noté qui est très, très. Il est beaucoup moins bon depuis quelques projets. Puis les 3 premières phases du MCU étaient tellement bons dans le CGI. C'est très rare qu'on parlait d'une mauvaise utilisation. Je sais qu'il y avait des gens qui chiolaient un peu sur les elfes dans Thor 2, qu'il y avait quelque chose un petit peu problématique. Mais Thor Ragnarok, c'est d'une beauté. Genre, c'est magnifique. Ouais. Puis là, on arrive dans Thor Love and Thunder où il y a une face d'enfant mal faite qui flotte dans les airs puis tu as l'impression que c'est un film de secondaire 3. Puis après ou ça... les Teletubbies. Oui, entre autres, oui, c'est vrai, il y a un parallèle avec le soleil dans les Teletubbies à 100%. Puis après ça, tu arrives dans She-Hulk, puis ils ont de l'argent. C'est un des studios probablement avec le meilleur budget au monde. Puis là, tu arrives dans ce film-là où tu as un univers quantique au complet à reproduire. Puis on dirait un peu genre Shark Boy et Lava Girl ou Espion en herbe 3D en termes de qualité. Là. Puis genre, je veux dire, c'est mieux, là, tu sais, je veux dire, c'est mieux. C'est sûr que c'est un peu mieux, mais Espion en herbe puis Shark Boy et Lava Girl, c'est des films faits pour un auditoire plus jeune. Là, on a des fans finis du MCU qui attendent ce film-là avec impatience puis qui se font livrer ce produit-là. Il y a comme quelque chose dans ma tête qui ne fonctionne pas, puis c'est très décevant. Puis j'espère vraiment que ce qui va s'en venir en termes d'effets visuels dans le futur, je pense qu'on va être bien servi avec les Gardiens de la Galaxie, là, le prochain projet qui s'en vient, du moins je l'espère très fort. Mais en tout cas, avec la bande-annonce et tout ça, on voit quand même des très, très beaux, très beaux effets. Puis tu sais, d'habitude, ça va bien dans cette direction-là, mais je pense vraiment qu'il y a place à amélioration. Puis je pense que, je vous le dis pas nécessairement connaissance de cause, mais mes amis qui sont très, très fans du MCU, qui adorent le MCU, commencent tranquillement pas vite à ne plus s'attendre à rien, alors que dans les 3 premières phases, on avait hâte d'aller au cinéma, film après film après film, pour être surpris, pour être content, puis tout ça. Puis on savait qu'on allait avoir un produit de qualité. Puis j'ai des amis présentement qui sont fans de comics, fans des films et tout ça. Puis tu sais, je suis allé avec un de mes amis qui est vraiment die-hard fan du MCU voir le film au cinéma. Puis quand on est rentré dans la salle, il était vraiment en mode genre, je sais pas à quoi m'attendre, puis c'est correct comme ça. Mais c'est pas supposé être ça. C'est un univers cinématographique qui nous fait rêver, puis tu sais, qui depuis... Je sais qu'ils ont mis la barre haute avec Endgame, je le sais. Puis c'est dur d'accoter ça après ça quand tu fais un film sur un personnage. C'est sûr que c'est difficile. Mais avec Loki, ils ont réussi à faire quelque chose de tellement bon avec un seul personnage en introduisant d'autres qu'on s'attend quand même à avoir un produit qui est décent là, dans les prochains projets.
Puis c'est ça. Si je veux faire un peu de parallèle avec ça, je vais finir un petit peu avec les points négatifs. J'avais noté au visionnement du film, mais j'ai parlé là, de Cassie Lang, j'ai parlé de Bill Murray qui ne sert à rien, j'ai parlé du CGI. Je trouve que ça, c'est un projet qui commence la phase. Donc, c'est le premier projet de la phase 5. Normalement, tu commences fort. Ouais. Je trouve que ça ressemblait à un projet de phase 4. Genre, ça ressemblait plus au dernier projet de la phase 4 qu'au premier projet de la phase 5. Outre le fait que ça introduit Kang le Conquérant, je ne vois pas pourquoi ce projet-là... il manque quelque chose. Il manquait de substance. Je ne suis pas sorti du film en me disant que c'était plate en mort. Je ne suis pas sorti du film en me disant que c'était exceptionnel. C'est comme je disais plus tôt, là, quand on s'en parlait un peu avant, excusez l'expression anglaise, mais c'est mid. C'est milieu de peloton, milieu de... Ouais. Ça se devrait pas parce que ça aurait dû être un film exceptionnel pour l'introduction d'un méchant exceptionnel. Puis, comme j'en ai glissé un mot aussi tantôt, là, il y a l'absence de son meilleur ami, Louis, qui est un personnage hyper drôle dans les 2 premiers films de Ant-Man, puis qui, selon moi, est très, très, très important, juste par la présence comique qu'il amène. Ouais. C'est un raconteur d'histoire exceptionnel, il est super drôle. Puis, je me souviens d'avoir lu un article comme quoi le scénariste disait ou le producteur disait qu'il ne voyait pas d'endroit dans le film où il aurait pu le mettre. Moi, je vais vous dire où je l'aurais mis. À la fin du film, quand Scott Lang revit son début de film, il repasse par là, il aurait pu être en train de raconter ça à Louis et à son autre ami. Ah, c'est vrai. Je suis Scott Lang, j'ai vécu ça. Puis que Louis, il dise, mais es-tu certain qu'il est vraiment mort? Puis que là, il se mette à douter au lieu de se le dire lui-même. C'est là que le film finit. Puis là, le film finit comme ça, puis bang, t'as les scènes d'après-crédit. Ça aurait été bon, là. Je veux dire, j'ai pas fait d'études dans le cinéma, puis genre, les gens qui connaissent ça vont peut-être me dire que ça n'a pas rapport, mais pour ramener ce personnage-là, pour que les gens au moins en aient un peu, parce que ça a été un personnage favori des fans dans les 2 premiers films. Ouais. Pas parce qu'il est exceptionnel, il est fort ou il a des pouvoirs, parce qu'il est drôle, mais il a sa place dans ce film-là, même si les gens disent que non. Non, je suis d'accord. Pour vrai, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis moi, vu qu'on peut continuer sur la même lignée pour les points négatifs, moi, je m'en suis marqué vraiment 2. Le premier, c'est que Kang, qu'on a vu, est Kang le Conquérant. Kang, qui est censé être le Kang le plus puissant, se fait battre dès le premier film. Dès le premier film. Ça, j'ai de la difficulté avec ça. Parlant du film, Ant-Man, ce que j'ai remarqué, c'est un film pont pour la suite. Encore, ouais. Encore un film pont, ouais. Ant-Man 1 a été le film pont pour Civil War. Ouais. Ant-Man 2 a été le film pont pour Endgame. Ant-Man 3 est le film pont pour Kang Dynasty. Tu sais, pourquoi faire ça? Pourquoi il faut tout le temps que ça soit ce film-là qui va pour la suite, le prochain gros film? Puis, encore une fois, pourquoi faire ça avec Kang? Kang, qui est le prochain grand méchant du MCU, tu le mets dans un film comique. Ouais. C'est pour ça que tantôt, j'avais soulevé l'idée de le teaser à la fin d'un film plus tôt, comme on a fait avec Thanos, qui était teasé, je pense, dans phase 2, dans le début de la phase 2, puis il est arrivé, je pense, à... C'est quoi, Thanos, c'était fin phase 2 ou phase 3? Ouais, je pense que oui, fin phase 2, début phase 3. Mais tu sais, il a été teasé dans Loki. Ouais. Ceci dit, à la fin de la série. Mais de le voir en action, de voir Jonathan Majors faire quelque chose, ça aurait été le fun avant. Là, je pense. Puis, ça, on en a parlé. Dans mes points négatifs, j'ai le fait que Kang, il se fait donner une volée, déjà là, par les fourmis. Ouais. Le gars, tu le vois, il a détruit, genre, le gars, il nous dit, il a détruit des peuples, tout ça. Il reprend ses pouvoirs à la fin. Il détruit, je pense, c'était genre une 60aine de soldats, mais il n'est pas capable de péter des fourmis. Ouais, puis tu sais, c'est aussi, tu sais, je veux dire, il y a toujours cette fameuse idée-là dans ces films-là qui est un peu drôle, comique, que les fourmis sont comme avancées sur leur temps, puis qui sont aussi importantes que ça, puis tout ça. Mais de là à battre Kang. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, Kang est vivant à la fin parce qu'il revient pour glisser une volée à Paul Rudd. Fait qu'on le sait qu'il les a battus, genre, on le sait.
Mais comme, ça aurait été Ouais. peut-être bien de voir ça. Aussi, en parlant des fourmis, c'était tellement prévisible qu'il arrivait à la fin pour tout sauver, on s'entend. Oui, Ben oui, ben oui. oui. Puis, tu sais, ce qui est dommage, c'est que pendant une bonne partie du film, je me disais enfin un bon méchant pour Ant-Man. Tu sais, dans Ant-Man 1, c'était Yellow Jacket qui était probablement un des méchants les plus prévisibles qu'il Oui. y ait eu. Ouais. Après ça, dans Ant-Man 2, qui est Ghost, Ouais, c'est qui est Phantom là, probablement qui. Ouais. le méchant le moins bien fait. Un des Ouais, méchants les puis moins bien faits. qui a aussi le moins de substance, là, on s'entend. Là, Ah, ouais, c'est ça. Puis là, t'as Kang dans Ant-Man 3 qui se fait battre par des fourmis. Tu sais, C'est ça. c'est Mais ça. tu sais, la question que je vous pose, les gars, puis c'est est-ce qu'il a vraiment été battu? Parce que, tu sais, ma manière de penser, c'est. Tu sais, Kang a tout vu, a tout fait, a été dans tous les univers. Il parle même dans le film qu'il a battu Thor facilement. S'il a battu Thor facilement, pourquoi il se ferait battre par des fourmis puis par Scott Lang qui n'a pas nécessairement de pouvoir, outre le fait qu'il devient petit et qu'il est plus fort un peu dans ce temps-là, mais il n'est pas aussi fort que Thor. Thor, c'est littéralement un dieu. Moi, mon Mais, point, c'est est-ce que ça faisait partie du plan de perdre à ce moment-là? Puis, tu sais, c'est vraiment une question qui va rester qui va planer jusqu'à temps qu'on ait une réponse ouais. précise dans les films. Puis, ben, ça reste qu'il l'a dit dans le film. Il a dit si lui, il meurt, il y en a, je pense, que c'était 500 autres de lui, que c'est là qui vont apparaître, vont aller détruire tout le reste, genre. Ouais. Puis on se souvient dans Infinity War, quand Doctor Strange a dit j'ai vu toutes les possibilités, il y en a juste une pour le battre, puis c'est si on se fait donner une volée. Bon, ça, il l'a pas dit, mais on a deviné que c'était si tous les Avengers se faisaient tuer quasiment. Fait que est-ce que ça fait. Fait que est-ce que lui, il savait qu'il n'y avait pas de chance contre Ant-Man, puis s'il mourait, là, son plan allait fonctionner probablement. Mais Mais moi, c'est comme ça. Moi, vas-y. c'est comme ça que je le vois. Je vais parler vite, Andy, je vais te laisser après, mais c'est comme ça que je le vois parce que Kang, la version de Kang, le conquérant qu'on voit dans ce film-là, c'est la version de Kang qu'on voit à la fin de Loki en statue. Ce qui est, selon moi, ce qui se rapproche le plus du véritable Kang le Conquérant dans tout ce qui est comics, dans tout ce qui est projet précédent de Marvel. Puis c'est ce que les fans attendent aussi, ce Kang le Conquérant-là. Donc, s'il le tue après un film, je vois pas la logique parce qu'on le voit dans la scène d'après-crédit, il n'y a pas un autre Kang qui y ressemble. Il n'y a pas un autre Kang qui est aussi menaçant que lui, qui est aussi prêt à tuer que lui. T'sais, les autres, c'est plus. Ils ont chacun une époque, ils ont chacun quelque chose qui les différencie. Mais ce Kang-là, c'est vraiment le Kang, le conquérant dangereux duquel on parle dans tous les autres projets. Puis s'il ne le ramène pas, selon moi, ça va être une très, très grosse erreur. Puis il va y avoir une très, très, très grande déception chez les fans finis du MCU. Puis autant chez les fans plus récents, là, comme moi, mettons, là, qui a commencé plus avec les films. Totalement. Puis, tu sais, juste pour semer le doute, quand. Tu sais, on ne sait pas s'il parle de Thor, parce qu'il a dit est-ce que tu es celui avec le marteau? Est-ce que c'est Thor? Est-ce que c'est Captain America? On sait que Captain America peut soulever le marteau. Tu sais, moi, quand je regarde pas Paul Rudd, mais Ant-Man, je trouve pas qu'il ressemble à Thor. Non, c'est ça. Non. Mais ça reste que, tu sais, c'est juste pour semer le doute, là. Mais c'est pour laisser présager le fait que il est tellement fort, il a tellement tué d'Avengers qu'il ne se souvient plus qui est qui. Ouais, genre, je n'ai tellement tué dans le multivers que t'es peut-être lui avec le marteau, t'es peut-être l'autre, je m'en fous, je les ai tous tués. Genre. Ok, ouais, je comprends. Non, je suis d'accord. Oui. Tu sais aussi, je te rejoins, Max, en disant que s'ils ne font pas revenir ce Kang-là, c'est une déception. C'est une erreur. Parce que, comme tu dis, c'est celui qui ressemble le plus à Kang, le conquérant qu'on connaît dans les comics, de qu'est-ce qu'on sait de lui. Puis on a vu son armure avec le visage bleu, je sais pas Oui, trop. exactement. C'est exactement Kang là. le conquérant. Voilà. Fait que si Kang le conquérant est décédé après le premier film et détruit par Ant-Man, c'est fou, hein? Tu sais, Il y a un gros vide scénaristique là, comme Laurie ouais, disait ça a tantôt. été une erreur. Ça a été une erreur. Puis, tu sais, tantôt, on parlait un peu de la qualité. Tu sais, je pense qu'il va revenir. Puis, tu sais, juste parce que là, il y a de quoi qui me repop dans la tête. On parlait de la qualité d'image et scénaristique et tout. Il y a beaucoup de projets qui ont été mis sur pause, qui avaient des dates approximatives, qui ont été toutes mis à venir ou juste 2023. Kevin Feige. Ouais, c'est ça. Kevin Feige est sorti pour dire qu'il attend de la qualité pour les prochains. Fait que je pense qu'il y a de l'espoir.
Mais qu'est-ce qu'on a eu, là, je pense que ça a été l'élément déclencheur. Là. Puis probablement qu'on se base sur les comics, ça, mais dans mes points négatifs, là, la tenue de Kang, là, genre son costume, il est affreux. Genre, je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. Probablement que c'est un costume pour respecter celui qu'il y avait dans les comics. Oui, c'est Mais exactement dans mes points négatifs, il est pas beau. Sinon, dans mes autres points négatifs, j'avais aussi... il est quand même assez basic, là. Mais pourquoi, genre, Paul Rudd, quand il tombe sur la tribu, genre, Scott Lang, il est à genoux, il se fait traîner tout. Puis t'as Cassie qui elle est dans le groupe déjà. Genre. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Ils ont bu le choup, je pense que c'est ça. Mais tu sais, autant qu'ils avaient envie de les tuer, genre, que là, ils leur font boire la boisson. 2 minutes après, on est des amis. C'est chill. T'es comme, ouais. Ben, Cassie a l'air de tout régler dans ce film-là. Là. Ouais, c'est comme on dirait une blague du fait que, genre, vu que c'est une jeune adulte, elle s'intègre mieux avec tout le monde, puis qu'elle n'est pas comme son vieux père, là, qui lui, hein, il est en arrière, il est arriéré, puis il s'intègre pas trop. C'est une partie d'humour qui, pour moi, genre, fonctionne pas nécessairement, là. Mais, en tout cas. Mais là, messieurs, on a pas mal bâché sur le film, là. Avez-vous des points positifs? Je peux y aller. Commence, on va embarquer. Moi, dans mes points positifs, je pense la chose que j'ai le plus aimé du film, je l'ai ici. J'aime le fait que Ant-Man se met au service de Kang pour aller chercher l'espèce de moteur temporel là, pour son vaisseau, pour aller chercher ça. J'ai adoré ça. Parce que ça montre une vulnérabilité. Oui, bon, il a pogné sa fille. Ben, c'était sûr que ça allait être la fille qui allait pogner qui allait menacer Cassie sur Scott pour qu'il aille chercher le moteur temporel. Je ne sais plus c'est quoi le nom exact, là, mais pour qu'il aille chercher ça, c'était évident. Mais ça a tellement été bien amené, tu sais, une petite référence aussi à Doctor Strange en disant une boucle temporelle que tu t'en vas juste mourir, là, aussi. Ouais. Mais le fait qu'il y a eu une bataille morale aussi entre entre Janet et Scott, une fois qu'ils ont vu qu'il y avait la boule dans les mains. Non, pour vrai, j'ai vraiment aimé le fait que Ant-Man a dû se soumettre à un méchant. J'aimerais ça voir ça dans des autres films. Je trouve que Avengers, pas Endgame, Infinity War, a amené une vulnérabilité chez les super-héros, comme quoi les méchants vont avoir le dessus sur eux, que j'aimerais ça voir ça dans d'autres films. Puis on l'a vu dans celle-là, avec Kang qui transforme Ant-Man en sa bitch. Genre, littéralement. On peut le dire de même, oui, absolument. Genre, c'est un peu sévère, mais c'est ça, là. T'sais, moi, j'ai vraiment aimé le fait que Scott Lang était vulnérable à ce point-là. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Vous autres, c'était quoi? Ben, je suis d'accord avec toi. Ce que je pourrais relier avec ça, c'est le côté humain, familial. Moi, je suis quand même un fan du personnage de Hawkeye parce que c'est là qui se rapprochait plus d'une personne normale. Oui. L'équipe des Avengers. On l'a encore plus vu quand que les Avengers ont été chez lui avec sa femme, ses enfants, tout ça. Fait que, évidemment, moi j'ai un enfant, fait que quand il défendait sa fille et tout, je trouvais ça beau, je trouvais ça super. Puis quand que, si je ne me trompe pas, Cassie, elle s'est fait bousculer ou frapper, puis lui, il a avancé vers le méchant, puis il savait qu'elle pouvait en manger une maudite, puis il a dit tu ne lèveras plus jamais la main sur elle ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça, pour moi, c'était un moment fort. Sinon, le combat de la fin, évidemment, comme j'ai dit plus tôt, je l'ai vraiment aimé. Je te serais mes 2 gros points positifs. Ouais, c'est ça. Je sais pas, toi, Max? Moi, tu sais, on les a effleurés un peu vite, là, mais tu sais, moi, c'est le personnage de Kang en soi qui tu sais, ça reste une introduction un peu ça, mais quand on le voit à un moment donné qu'il se fâche, il y a une scène où il crie, là, puis il est vraiment fâché parce qu'Ant-Man a fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, puis on voit qu'il est puissant. Là, il fait disparaître plein de soldats avec un genre de pouvoir qui sort de ses mains. Là, je ne sais pas trop ce que c'est, là, mais je me dis, ce gars-là fâché est capable de faire du dommage pas mal. Puis dans la scène d'après-crédit, quand on voit qu'il y en a plusieurs autres, et plusieurs, ben là, on se dit, il y a du dommage qui va être fait, certain. Puis j'aurais tendance à dire l'autre gros point positif que j'ai dans ce film-là, c'est l'humour qui est présent dans le film.
J'allais voir un film d'Ant-Man en m'attendant de rire une couple de fois. Puis ça s'est bien arrivé, ça a été bien amené. Certaines jokes, comme dans tous les films, qui ont pas bien atterri, mais de manière générale, il y a certains films qui essayent de mettre de la comédie où je souffle du nez un peu pour rire, mais celle-là, une fois de temps en temps, me fait rire vraiment. Là, puis ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé dans un projet MCU que l'humour atterrisse comme ça. Je fais un petit parallèle rapidement. J'ai aussi beaucoup aimé Hank Pym et Janet dans ce film-là. Ouais. On n'a pas vu beaucoup Hope, je dois le dire. Pas le meilleur film de Hope en général. J'ai adoré Hope dans les autres films dans lesquels elle a été. Dans ce film-là, pas beaucoup de temps d'écran. Quand on la voit, pas beaucoup de dialogue. Il manque quelque chose, j'ai l'impression. Mais Hank et Janet, dans ce film-là, ils ont vraiment leur place. Puis ils prennent leur place. Puis j'adore Hank Pym, j'adore son acteur. C'est Douglas, je pense, Michael Douglas. Michael Douglas, oui. Ouais. Il est bon dans tout ce qu'il fait. C'est toujours un personnage qui revient et qui est bon. Janet, on ne l'avait pas trop vu, à cause de justement le temps qu'elle a passé dans l'univers quantique. Elle prend très bien sa place dans ce film-là, puis j'ai vraiment apprécié là, ce qu'elle a fait. Là. Puis j'aime aussi le fait qu'elle ait l'air autant effrayée de Kang, puis que ça laisse présager un petit doute là, de genre à quel point ce personnage-là il est puissant. Les gars, je voulais un peu qu'on parle, avant peut-être de finir, des scènes d'après-crédit, parce qu'on le sait que c'est un élément hyper important dans les films de Marvel, puis que la grande majorité des fans qui connaissent les films restent après le film assis en mangeant leur popcorn qui reste ou whatever, en attendant les maudites scènes d'après-crédit. Je vais parler de la première, Andy. Je te laisserai parler de la deuxième ensuite. Moi, la première... il y a des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées, mais ça laisse présager vraiment là, que pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais qui se foutent d'abord des spoilers, en gros, il y a un concile de Kang le Conquérant. Il y en a quelques-uns, je pense 4 ou 5, qui semblent être les Kang majeurs, outre celui qui est mort dans celui-là. Il y en a un, entre autres, qui est un pharaon, en tout cas, etc. Vous irez voir sur YouTube, il les a déjà listés, là, vous allez pouvoir les regarder. Mais en gros, il y a comme la nouvelle que Kang le Conquérant de Ant-Man est mort, puis qu'ils peuvent maintenant là, aller attaquer parce que leur plus grande menace est disparue. Et il se met à apparaître une gang de Kang le Conquérant. Ils sont à peu près 500 dans une grosse salle. Ils sont tous différents. Belle scène pour laisser place à la suite. Entre autres, on voit beaucoup de rumeurs ces temps-ci qui parlent du fait que le Kang Pharaon serait le méchant dans la deuxième saison de Moon Knight, que j'ai vraiment hâte de voir d'ailleurs. Puis je pense que ça, ils peuvent pas le bâcler parce que Moon Knight saison 1 était vraiment bon. Puis, l'autre chose, il y a quelque chose qui m'a un petit peu plus dérangé, c'est que dans ma tête, pour moi, Kang le Conquérant, c'est un personnage un peu low profile, un personnage qui est très hautain, on le voit dans le film, là, il est baveux, il est arrogant, là, il ne se laisse pas marcher ses pieds, puis même quand il est fâché, il ne cède pas, c'est pas quelqu'un d'émotif, c'est pas quelqu'un qui a un gros non-verbal. Puis là, on voit dans la scène des Kang le Conquérant qui sautent dans les airs, qui crient, qui dansent, qui hurlent. On dirait que ça m'a un peu fait décrocher. Mais outre ça, belle scène d'après-crédit qui laisse présager là, qu'il y a beaucoup de grosses choses qui vont s'en venir là, dans les prochains films, dans les prochains projets. Ah, définitivement, pour montrer à quel point que Kang peut être puissant pour on n'a pas fini d'en entendre parler. Là. J'ai hâte de voir comment ça va être amené dans Avengers Kang Dynasty parce que, tu sais, toutes ces Kangs-là, mettons, là, on peut pas toutes les battre dans les 10 prochains films qui vont sortir. Non. Fait que je me demande, Avengers Kang Dynasty, ça va être quoi? Je pense Moi, je pense qu'il y en a qui vont se battre à l'interne. Ah, probablement. Ouais. Ça serait très intéressant, mais Kang Dynasty sera pas un film de 2h05. Non. Il sera un bon 3 heures facile. Ah ouais, d'après moi, ouais. Pour la deuxième post-crédit, on voit Loki avec Mobius dans une... on dirait des années 1800 avec un stage comme on a déjà vu dans des films comiques, là, ils montrent une potion là, d'élixir ou quoi comme ça. Là, il montrait une machine ou quelque chose. Le gars, il s'appelle, je l'ai noté, Victor Timely.
Victor Timely. Moi, ma théorie, OK, je l'ai vu passer, puis je pense que j'adhère un peu. Pourquoi pas ce Kang-là que Morbius et Loki ont vu? Ce Kang-là serait pas Kang le Conquérant, ni un Kang qu'on a vu qui célébrait, mais qui était le gars qui a créé le TVA et qui est celui qui voit tout. Là, je ne sais pas comment. OK. Là, OK, ouais. Lui, à la voyons. fin de Loki. Lui, à la fin de Loki. Lui, à la fin, ouais. Si c'était pas lui qui avait créé le TVA. OK. Tu sais, moi, c'est la théorie que j'ai vue, c'est la théorie que j'adhère, que je trouverais vraiment intéressant. Parce que, tu sais, à la fin de Loki, on voit que le TVA n'est pas nécessairement bon. Fait que peut-être que Loki part à la recherche de pourquoi il a été créé à la base, c'est qui l'a fait, est-ce qu'on peut changer des choses, est-ce qu'on peut le détruire? Fait que je pense que il y aurait quelque chose à voir avec ça, mais c'est ma théorie, là. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, là. N'hésitez pas à écrire vos théories dans les Ouais, commentaires effectivement. concernant Kang. On a bien hâte de lire ça. Là, messieurs, avant de se laisser, vous donnez quelle note à Ant-Man Quantum Mania? Moi, je pensais que ça allait m'éclaircir qu'on jase, mais je pense que le brouillard s'est épaissi. Je vais vous laisser y aller, je vais y penser. Parfait. Moi, personnellement, je peux commencer en fait, pour les points négatifs qui sont quand même là, bien présents, mais qui, selon moi, quand même, l'introduction de Kang le Conquérant, c'est quand même hyper important. Pour les bonnes jokes qu'il y a eu dans ce film-là aussi, qui m'ont fait rire pas mal. Pour Paul Rudd, que j'aime d'amour et que je vais suivre toute ma vie dans tous les films dans lesquels il va jouer. C'est vrai que c'est une déclaration d'amour. Oui, Paul, si tu écoutes, aime-moi. Puis, ouais, en général, je trouve que malgré le fait qu'il y a peut-être un petit peu plus de points de forme négatifs que positifs, le positif est un petit peu plus présent dans le film que le négatif pour moi. Je lui donne un petit peu plus la note de passage. Je vais lui donner 6,5 sur 10. Considérant les notes que j'ai données dans les précédents épisodes à certains projets, je pense que la note que je donne là adhère là, aux autres que j'ai donné, puis je vais rester constant là-dedans. Donc 6,5 sur 10 pour Ant-Man. Pas le meilleur, pas le pire, puis pas du tout non plus à ce à quoi je m'attendais comme film. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de film-là, je dois le dire, j'en ai pas parlé au début. C'est vrai. Puis, bon, moi, je te suis. 6,5, j'aime ça. C'est un bon entre-deux, une belle petite note de passage. C'est pas le meilleur film du MCU, loin de là, mais c'est pas le pire. Selon moi, Eternal, c'est pire que ça, dû à son incompréhension et, et sa complexité. Puis, non, ouais, 6,5, ça fait du sens. Des belles. C'est autant qu'on a parlé du fond vert en disant qu'il était pas beau, tout ça, mais des fois, c'était bien fait aussi. Oui, il y a des beaux landscapes, vraiment. Même de constance qu'il y a dans le projet visuellement. Mais autant que des fois, c'était super beau. J'ai adoré la performance de Scott Lang, encore une fois. Le combat final était excellent. Le fait de transformer le gentil en méchant pour arriver à ses fins, comme il a fait un peu avec Ant-Man, qui a cherché la boule temporelle. Ça, c'est des points positifs. Certes, il y a eu beaucoup de points négatifs, comme on a dit. Mais ouais, je dirais 6,5, ça fait du sens. Ouais. Ben écoute, moi je pense que je sais pas trop. On dirait que je ne veux pas donner un 6,5, je veux pas donner un 6. Je vais donner un 6,34. Je pense que ce serait la note fair pour ce film-là de mon côté. Il y a des choses que j'ai aimées, mais je pense, de mon côté, je pense que les choses positives sont fortes, les choses négatives, il y en a plus. Fait que ouais, c'est ça. 6,34, je pense que ce serait ma note finale pour ça. 0,34, hein? Même pas 0,35. Non, 0,34. Non. Parce qu'il faut que tu arrondisses si tu vas à 0,35, ça devient 6,4, trop proche de nous autres. Non, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, aussi activer la petite cloche si vous aimez à ce point-là notre podcast. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous permet aussi d'être plus présent dans l'algorithme YouTube. Et si vous avez aimé ça, écrivez en commentaire d'autres sujets que vous aimeriez qu'on parle de quel film. Ou si vous donner une idée. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on parle de la trilogie Batman des années 2000, des années milieu 2000. J'ai vraiment très hâte à ça. Si vous avez des sujets comme moi que vous avez hâte qu'on parle, écrivez ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de considérer aussi
les sujets. C'était Loric accompagné de Andy et de Maxime. Et sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao.